Alors, on va en revenir à la chronique hebdomadaire de Kémy Séba. Kémy, je pense qu'aujourd'hui, tu nous parles de la Centrafrique. Exactement, mon très cher Babacar et mes chers frères et sœurs autour de ce plateau. Le titre de la chronique va donc s'intituler « L'essence même de la guerre en Centrafrique ». Pourquoi l'essence même, Nina? Pourquoi l'essence même, cher El Habib? Très bonne question, cher Watson. Eh bien, simplement parce qu'on ne peut pas étudier plus sérieusement la nature de la guerre en Centrafrique sans comprendre la richesse du sol de ce pays qui attire les regards prédateurs de l'extérieur comme de l'intérieur de nos rangs africains et plus précisément des rangs centrafricains. On ne peut pas parler non plus donc, de la Centrafrique sans comprendre qu'il y a dans ces sols l'uranium, du pétrole, des diamants. Pas simplement, mais ça fait partie en tout cas des ressources qui sont régulièrement ces dernières années mises en avant pour expliquer quelque part que ce pays est un pays extrêmement riche sur le terrain des richesses naturelles, mais extrêmement mal géré puisqu'ils ne sont pas capables, les dirigeants j'entends, de s'en sortir avec justement ce que Dieu leur a donné en termes de sol, préférant toujours être assistés de personnes qui prennent en grande partie leurs richesses. On ne peut pas non plus comprendre la guerre en Centrafrique. Certains veulent la résumer en un vulgaire comment dirais-je, combat entre chrétiens et musulmans. Ça, c'est la version télévisée occidentale, malheureusement, mais c'est pas ou même parfois de certains médias africains, mais ce n'est pas la version du réel. On va essayer de vous donner une version qui s'appuie sur une réalité, sur des éléments factuels, sans idéologie en ce qui nous concerne. Il y a deux pôles, deux facettes, j'espère qu'on va les voir. D'un côté, on a François Bozizé, j'espère qu'on va voir sa tête ici, et de l'autre, si Hamza fait bien son travail, on verra, je fais une petite, voilà, on verra normalement M. Djotoja. M. Bozizé est l'ancien président de la République centrafricaine qui a pris le pouvoir en 2003 par le biais d'un coup d'État soutenu par l'oligarchie française. Je précise bien oligarchie parce que les Français prolétaires n'ont rien à voir avec cette réalité. Ce sont le jeu des élites qui ne concernent pas généralement les populations opprimées, qu'elles soient d'Afrique, d'Occident ou ailleurs. Et donc, M. Djotoja, quelles sont ses revendications? À la base, M. Djotoja fait partie de la région délaissée du nord de la Centrafrique, du côté de Birao. Une région comme on en trouve dans bon nombre d'endroits en Afrique, dans le nord de Côte d'Ivoire, on l'a vu aussi malheureusement en Casamance, avec une région où la population se sent délaissée. C'est ce qui s'est passé aussi en Centrafrique. Cette population, dans cette partie de ce pays, se sent abandonnée, ostracisée, discriminée. Le taux de chômage est extrêmement élevé, le taux de scolarisation est extrêmement bas, d'accord? Beaucoup vivent par le biais de trafic de diamants notamment. D'autres vivaient naturellement et ont réussi à faire fortune réellement en s'appuyant sur des self-made men et ont réussi à s'appuyer sur la sueur de leur travail pour agir. Sauf que quand M. Bozizé est arrivé au pouvoir, il a voulu réguler le, entre guillemets, trafic du diamant, d'accord, qui allait bien souvent au Soudan ou au Tchad, pour que les revenus qui incombaient de ces diamants lui reviennent de droit. Et cela a été perçu comme une provocation réelle par la jeunesse, justement, de cette région de Birao en Centrafrique, dans ce nord, qui se disait que déjà on est oublié, on est ignoré dans ce pays où le pouvoir est extrêmement centralisé, c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique, d'accord, subsaharienne. Et en plus de ça, maintenant, il veut nous enlever le peu qu'on a à travers la vente, entre guillemets, trafic et haute de diamants. Je synthétise. Et donc, beaucoup ont pris cela comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ont décidé de se lever. Mais est-ce que c'est la seule raison qui a poussé ces milices du Nord et ces jeunes à s'allier avec des milices du Tchad et du Soudan et se rebeller sous le nom de Séléka, qui signifie Union en Songo, contre le pouvoir de Bozizé? Non. Il se trouve que M. Bozizé est un homme qui s'est fait beaucoup d'ennemis. M. Bozizé, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avait un accord. À la base, il y avait un contrat qui avait été passé par son prédécesseur, M. Patassé. Il avait passé un accord avec un certain M. Grimberg, qui, comme son nom l'indique, n'est pas, à mon avis, du Burkina Faso ou de Centrafrique. M. Grimberg, donc riche pétrolier américain, donc avait passé ses accords avec M. Patassé, et lorsqu'il a vu que Bozizé lui demandait d'augmenter les tarifs pour l'exploration et l'exploitation du sous-sol centrafricain, M. Grimberg a vu rouge, a dit: il est hors de question, j'ai déjà payé et je ne paierai pas un centime de plus pour exploiter ce sol qui me revient de droit. En gros, c'était sa démarche et on peut en discuter pendant des heures. Bozizé a
franchi le cap de la provocation selon M. Grimberg en déclarant que puisque vous ne voulez pas payer, on va proposer ce marché aux Chinois. Et là, lorsque M. Grimberg voit qu'il y a un transfert, j'ai envie de dire, de marché de M. Grimberg et donc de sa société RSM Petroleum aux Chinois, il a déclaré devant la presse, et M. Bozizé l'a ressorti récemment dans le journal Jeune Afrique, qu'il ferait tout ce qui en sont possible pour que le régime de Bozizé tombe. C'était l'objectif de M. Grimberg. Et comme par hasard, peu de temps après cette décision, la Séléka prenait les armes et montait en direction de Bangui avec comme obsession de faire tomber ce régime qui l'humiliait. En tout cas, ce sont ses revendications et qui, d'autre part, s'était fait comme ennemi M. Grimberg. Donc, certains y verront un hasard, d'autres y verront le hasard des États-Unis qui était M. Grimberg. Toujours est-il que la Séléka était extrêmement armée et a réussi à rentrer sur Bangui et quelque part prendre le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit citer. Et dans cette prise de pouvoir, il y a eu des exactions extrêmement graves qui ont été commises vis-à-vis de la population, d'accord, chrétienne ou animiste. Et en réaction, la population chrétienne ou animiste de Bangui et d'autres régions de Centrafrique qui est trouvée sur leur chemin à la Séléka ont décidé de s'organiser et de rejoindre les rangs d'un camp de résistance qui s'appelle les anti-Balaka. Balaka signifie machette, donc les anti-machettes, ceux qui étaient contre les contrebandiers, contre les voleurs, contre les pilleurs, contre les violeurs. Et en réaction aux exactions qu'ils subissaient, il faut bien analyser ça et bien le comprendre, parce que c'est une leçon vraiment géopolitique première qu'on se doit de retenir, ils ont commis des exactions en retour contre tous ceux qui avaient des noms à consonance musulmane. Donc on s'est trouvé avec des personnes qui subissaient des exactions de bandits qui ne sont pas représentatifs des musulmans d'un côté, en l'occurrence les gens de la Séléka, et de l'autre des réactions en retour de chrétiens qui ont agressé toute personne qui avait des noms à consonance musulmane, excusez-moi, en retour qui n'agissait pas selon le dogme chrétien non plus, d'accord? Et à côté de ça, la France, l'oligarchie française, observait ces événements avec un regard extrêmement attentif, étant donné qu'elle a ses intérêts, l'oligarchie française a ses intérêts dans le sol centrafricain. Ils avaient passé des accords avec Bozizé en 2008 qui s'élèvent à la hauteur de 18 milliards de francs CFA, 27 millions d'euros. Je suis sûr que Ecofund aurait bien besoin de serait-ce que de quelques milliers de ces fonds largement alloués à Areva, d'accord, l'éternelle puissance nucléaire coloniale, qui décidait de protéger Bozizé tant que ses intérêts étaient présents. Sauf que Bozizé a été dans une petite démarche de provocation. C'est un petit peu l'ancienne marionnette france-africaine qui a décidé d'agir de manière désormais libre, un peu comme Pinocchio. Au départ, Gepetto, il tire les ficelles. Il y a Bozizé qui est là, qui bouge, qui fait la Macarena. Et puis après, Bozizé dit « Excusez-moi, je vais agir par moi-même ». Et il a commencé à changer donc ses alliés stratégiques. Ceux qui étaient dans sa garde prétorienne étaient des soldats tchadiens cooptés par la France. Retenez bien ça. Et il a changé ces soldats tchadiens par des soldats sud-africains. Et il a passé des accords militaires qui auparavant étaient liés, qui étaient donnés à la France et au Tchad de Idriss Déby, le sous-traitant de la France dans cette région. Il les a passés avec l'Afrique du Sud. Et là, la France a commencé à voir rouge, du moins l'oligarchie française a commencé à voir rouge. Et c'est une note qui est confirmée, qui n'est pas inventée par Kémy Séba, mais qui est confirmée par une note des services de renseignement centrafricains, signée de M. Aristide Briand-Reboas, le directeur général du Bureau national de la documentation. Je lis ça vite et après on arrive à la conclusion. Il dit, donc en date du 9 février 2008, dans l'affaire Areva Total contre l'État centrafricain, on a noté un manque de tact de la part des représentants et négociateurs de l'État centrafricain. Les réclamations financières de la partie centrafricaine vis-à-vis d'Areva paraissent excessives et ne constituent pas une bonne chose. Surtout si on tient compte de l'assistance multiforme que la France apporte depuis des décennies à notre pays. On voit que le monsieur est un petit peu dans la démarche de continuer à collaborer avec l'oligarchie française sur ce terrain. Il déclare, il est souhaitable, ce sont les services de renseignement centrafricains qui déclarent ça, il est souhaitable que le gouvernement fasse preuve de réalisme et revoie à la baisse ses conditions vis-à-vis d'Areva, car nous n'avons pas les moyens pour exploiter par nous-mêmes nos richesses. Les groupes étrangers qui viennent pour nous aider en ce sens doivent aussi trouver leur compte. C'est une grosse erreur stratégique d'avoir choisi de signer les accords militaires avec l'Afrique du Sud. C'est aussi une erreur d'avoir accepté la présence militaire sud-africaine en Centrafrique. L'État centrafricain ne doit pas oublier
et c'est un texte qui est extrêmement grave si on analyse un petit peu, ne doit pas oublier que la France nous a toujours prêté une assistance, comme c'était gratuit, une assistance multiforme pour combattre par exemple les Araduinas et lutter contre les rebelles. Ces relations avec l'Afrique du Sud sont donc incompréhensibles, surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est l'intervention de l'armée française le 30 novembre 2006 qui a pu stopper l'avancée vers la capitale des 3 groupes rebelles fusionnés dans l'UFDR. Donc, on a une note des services secrets centrafricains qui demande à Bozizé de revoir ses prétentions vis-à-vis des Français à la baisse et d'arrêter de collaborer avec l'Afrique du Sud. Et l'oligarchie française y a vu tellement rouge que lorsque la milice de Séléka est arrivée sur Bangui, a pris le pouvoir, les Français n'ont pas daigné défendre celui qu'ils considéraient comme les ayant trahis, en l'occurrence M. Bozizé. Mais la France voulait, car elle a des intérêts, on l'a vu avec Areva, elle a des intérêts dans ce sous-sol centrafricain. Et donc, en même temps, François Hollande a déclaré officiellement que la France-Afrique est terminée. Il n'y a plus de colonialisme officiellement. N'est-ce pas, El Habib? C'est terminé. Hein, c'est l'histoire ancienne, n'est-ce pas, Sandrine? N'est-ce pas, Fabrice? Le colonialisme, n'est-ce pas, mon jeune frère? Le colonialisme n'existe plus. Et donc, par conséquent, les dirigeants français ne se mêlent pas de la politique africaine, sauf en cas de force majeure, n'est-ce pas? Et dans ce cas de force majeure, il se trouve que si par hasard, dans le scénario, les camps de la Séléka et des anti-Balaka s'affrontent de manière extrêmement grave, comme ça peut être le cas au Rwanda, là, la France et prise de justice et des droits de l'homme se devrait de réagir pour sauver ces pauvres Africains qui ne sont pas capables de s'entendre. Et c'est ce qui s'est passé lors de l'attaque du 5 décembre 2013, une attaque dont l'armée française était au courant à la base, puisque les anti-Balaka avaient prévenu certains dirigeants de l'armée française, d'accord? Et ça, ce n'est pas Kémy Séba qui l'invente, c'est Cameroun Info Voice qui rappelle ces événements, avait été mise au courant de cette réalité. Et donc, dans le même temps, la France a prévenu la Séléka de l'attaque des anti-Balaka, de telle sorte que chacun soit lourdement armé et qu'on rentre dans ce bain de sang. Et ce bain de sang a fait que la France tire la sonnette d'alarme par le biais de son stratège en diplomatie, M. Laurent Fabius, et ce sont des propos qui sont, comment dirais-je, corroborés notamment par M. Bozizé aussi, quoi qu'on puisse penser de ce dernier. Laurent Fabius déclare donc à l'ONU, on se doit d'intervenir. On ne peut pas laisser ces Centrafricains s'entre-déchirer de cette façon. Et donc, il appelle de ses voeux à la mise en place rapide de forces africaines de la FOMAC, devenue par la suite la MISCA, M-I-S-C-A, j'espère qu'on verra le logo ici, d'accord? Et la France, sous le nom de l'opération Sangaris, se devait, à travers ses soldats, d'être uniquement une force qui assiste les forces africaines. Mais en réalité, comme on le voit aujourd'hui, en occupant un certain nombre de points et d'endroits stratégiques, et j'en ai terminé, dans ce pays, dans la Centrafrique, en ayant repris l'aéroport, le contrôle de l'aéroport notamment, etc., on se rend compte que la France, bien qu'elle déclare officiellement ne plus être dans une démarche de Centrafrique, a plus que jamais, lorsqu'elle a des intérêts, la volonté, d'accord, de s'installer et de gérer les choses comme c'était le cas auparavant. Seule la facette a changé, mais la pièce de théâtre, malheureusement, reste la même. Et il y a une leçon à en tirer. On a la réponse à notre incapacité, bien souvent, à nous entendre entre Africains. Lorsqu'on est désunis entre nous, lorsqu'on n'est pas capable de regarder ce qui se passe dans nos sols, lorsqu'on n'est pas capable de prendre notre destin en main, eh bien, on ouvre la porte à ce que d'autres personnes fassent de notre destin leur festin. Et donc, ce qui se passe en Centrafrique, c'est ce qui se passe à bon nombre d'endroits. Les personnes qui ne sont pas capables de comprendre que ce climat délétère est un climat dû à notre incapacité à échanger sont des personnes qui verront ce schéma de division et d'invasion se répéter. Et donc j'espère que tout le monde fera les recherches par rapport, que ce soit à Greenberg, par rapport au choix de Bozizé vis-à-vis de la Chine et aux Sud-Africains, pour comprendre que le climat en Centrafrique, certains disaient « Kémy, tu dois réagir, il y a des musulmans qui se font assassiner ». Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Des musulmans se font assassiner, des chrétiens se font assassiner, mais dans l'ensemble, ce sont des Africains qui, encore une fois, se font manipuler parce qu'ils n'ont pas le discernement pour se parler. Et c'est ça le problème central sur ce terrain. Merci beaucoup, Kémy, pour cette pertinente chronique.